on va prolonger cette discussion sur les enjeux de la seconde vague, mais peut-être plus sur le plan microéconomique avec les résultats d'entreprises qui sont en cours de publication. Hein. C'est peut-être le pic cette semaine des publications d'entreprises aux États-Unis. Et Julie Jourdan est à mes côtés en plateau pour en parler, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Oui, effectivement, les enjeux de la seconde vague, c'est la même question que je reprends, mais peut-être sur le plan microéconomique. Est-ce qu'on prend les mêmes secteurs et on recommence? Les secteurs plombés par, on va dire, la première vague épidémique seront ceux plombés évidemment par la seconde vague épidémique. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles victimes? On a en tête quand même ce qui s'est passé du côté de l'allemand SAP hier, à quelques heures maintenant de la publication de Microsoft dans le domaine des logiciels et du cloud. On a vu quand même que le message de SAP était de nous dire, vous savez, moi je suis exposé à des secteurs qui sont plombés par la pandémie et la reprise de la demande finale n'est pas aussi forte que ce que je pouvais estimer, même si je suis positionné sur le secteur des logiciels, de la transformation numérique des entreprises, du cloud, etc. Et que là-dessus, ma stratégie ne changera pas, mais il y a quand même un décalage dans le temps par rapport à ce que je pouvais avoir comme objectif il y a encore quelques mois et ce qui sera la réalité demain. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. La première, c'est où est-ce qu'on en est en fait dans les résultats et est-ce que finalement ce qu'on a pu voir hier sur SAP, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière plus générale, on va dire au niveau des États-Unis. Donc à ce stade, on a à peu près un peu plus d'un quart des sociétés américaines qui ont publié. Elles sont 90% à avoir publié des profits qui étaient supérieurs aux attentes et 80% des ventes supérieures aux attentes. Donc on voit bien qu'on est toujours dans cette logique en fait où les entreprises américaines continuent en fait de surprendre favorablement. Et c'est très important parce qu'on est sur un trimestre d'inflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, le dernier trimestre, le deuxième trimestre, c'était le trimestre en fait un petit peu du bas en fait, du creux absolu de l'activité. La capitulation, voilà. Exactement. Tout le monde avait révisé en baisse, au plus bas, et on était au fond du trou. Exactement. Et on a eu finalement des résultats qui étaient en baisse de 33%. On attendait 41%, c'était 33%. Là, on anticipe une remontée, toujours en baisse, des profits et des ventes, mais une inflexion. Donc on voit que pour le moment, jusqu'à présent, on a plutôt en fait des entreprises qui surprennent favorablement. Ça, c'est la première chose. Avec des attentes qui ont été révisées à la hausse. Des attentes qui ont été révisées à la hausse et des surprises positives dans les publications qui sont largement supérieures à ce qu'on a pu avoir sur les derniers trimestres. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a des surprises qui sont 25% supérieures à ce qui était attendu contre, on va dire, les 4 derniers trimestres moyennés, on était à 4%. Donc on voit bien qu'il y a des attentes qui ont été relevées. Après, il y a ce qui se passe avec SAP. Donc SAP, c'est une valeur effectivement européenne qui déçoit. Alors, il y a plusieurs manières de décevoir. Ils déçoivent à la fois, je dirais, dans leur perspective et puis dans leur message qui est quand même très prudent. Donc là-dessus, aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas eu ce genre de message. On a eu, dans le même domaine, des acteurs comme Salesforce qui ont publié il n'y a pas très longtemps, qui ont affiché des ventes en hausse de presque 30% et qui ont relevé leurs estimations à venir. Donc un message plutôt positifs et qui ont même dit, qui ont été au-delà de ça, qui ont dit qu'ils avaient signé des très gros contrats sur le trimestre. Donc là où on peut craindre, et c'est une crainte qui est tout à fait légitime, qui est de se dire finalement, est-ce que des gros contrats vont être reportés dans le contexte? Eh bien effectivement, on a plutôt vu des entreprises américaines qui se sont dit, non, on se décide, on accélère nos investissements dans le digital parce que c'est maintenant ou jamais. Donc à voir si dans les résultats ce soir de Microsoft et ceux des autres éditeurs de logiciels, on va avoir un message plus proche de celui de Salesforce que de celui de SAP. Après, il y a un troisième sujet dans ce que vous dites, c'est de dire finalement, est-ce qu'on peut avoir des déceptions? Oui, on va avoir des déceptions. On en aura des déceptions. Il n'y a pas de doute. On l'a vu avec Netflix la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui a eu une croissance exceptionnelle sur le premier semestre en termes de nombre d'abonnés. Je crois qu'on n'était pas loin de 26 millions de nouveaux abonnés sur le semestre, qui annoncent, et ils avaient dit, attention, on va avoir une normalisation du nombre d'abonnés, et qui ont sorti finalement 2,2 millions de nouveaux abonnés. Ils en avaient annoncé 2,5, mais le marché était à plus de 3 millions. Et évidemment, c'est la douche froide, occultant plein d'autres choses. Le fait que les programmes de tournage avaient complètement repris, le fait que le groupe est extrêmement bien positionné pour la suite. Donc, et qu'ils ont aujourd'hui 195 millions d'abonnés. Donc tout ça
a été occulté parce que les attentes étaient élevées, parce qu'on avait pris l'habitude presque d'avoir des chiffres exceptionnels. Donc c'est ça où il va falloir voir à quel point le marché peut être nerveux ou pas sur des publications de résultats. Ouais. Et là, vous parlez plus d'une déception de court terme, hein, parce que si je vous entends, la trajectoire des perspectives de Netflix reste intacte, voire augmenter à travers la crise pandémique, hein, Julie. Ça fait partie des gagnants en fait de la crise de la Covid, puisqu'effectivement, on a bien vu aujourd'hui 195 millions d'abonnés. Et effectivement, c'est des abonnés qui ne quittent pas le navire. C'est-à-dire qu'on voit bien que le taux de churn, comme on appelle ça, a baissé sur le trimestre. Donc on voit bien que les gens qui s'abonnent restent abonnés et vont venir effectivement permettre au groupe de générer du cash et de financer en fait les catalogues futurs. Est-ce que cette crise va, désynchroniser les GAFAM, ou est-ce que le marché va regarder de plus en plus précisément le business model de chacune de ces grandes entreprises technologiques ou autres? Le modèle d'Apple, c'est pas le même qu'Amazon, c'est pas Microsoft non plus. Jusqu'à présent, c'était un groupe qui était, sur le plan boursier, j'entends, perçu comme homogène ou quasiment homogène. Peut-être que Facebook a été un peu décroché, on va dire, à un moment de ce groupe des GAFAM. Mais est-ce que là, justement, cette crise révèle aussi la spécificité de chacune de ces entreprises? C'est ce qu'on va regarder à travers les résultats qui vont venir dans les prochains jours. Alors effectivement, on a des groupes qui, globalement, ils sont tous gagnants de cette situation. C'est-à-dire mais avec des métiers différents. Avec des métiers très différents. Mais effectivement, le fait qu'on soit dans une société toujours plus digitalisée et le fait d'avoir eu des confinements qui, finalement, ont augmenter cette part de la digitalisation dans nos vies au quotidien fait qu'ils sont tous gagnants. Après, effectivement, on l'a déjà vu sur les derniers trimestres, on a vu finalement des situations un petit peu différentes. Quand on a eu les résultats du trimestre dernier sur ces grands groupes, on a vu typiquement qu'un Apple ou un Facebook ou même un Amazon, et bien plus encore que les autres, un Amazon a enregistré des ventes particulièrement spectaculaires. C'était des croissances de l'ordre de 11% pour Facebook et Apple en termes de ventes, dans un contexte quand même un marasme économique, on en parlait tout à l'heure, alors que le reste des profits en moyenne était en baisse de 33%. 33%. Donc c'est quand même assez, c'est colossal. Et à côté de ça, on a eu Amazon qui, eux, on était au-delà de 30% de croissance, donc on était sur des ventes. Donc on était dans une situation vraiment assez spectaculaire. À l'inverse, on a vu que Google n'avait pas eu exactement le même parcours, puisque les ventes, pour le coup, étaient en légère baisse. Pourquoi ? Parce que leurs clients finaux souffraient plus. Finalement, on parle d'un vendeur de pub, d'un gros vendeur de pub, le plus gros au monde peut-être sur le digital, mais ça reste quand même le cœur du métier de Google. Exactement. Et finalement, leurs marchés finaux, ils sont beaucoup exposés à tout ce qui est retail, à tout ce qui est loisirs, tourisme de manière générale, et finalement plus que les autres. Donc effectivement, ils ont souffert de ça. Là, on va avoir des résultats sur ce trimestre qui vont nous permettre de voir si effectivement l'amélioration qu'on a pu, dont il parlait à la fin du trimestre, s'est concrétisée. Donc ça sera quelque chose effectivement à surveiller, puisque effectivement, on va avoir des parcours boursiers qui peuvent diverger. Et on l'a bien vu. Amazon, on n'est pas loin de 75% de hausse depuis le début de l'année, quand un Google, je crois qu'on est plus proche de 10-15% de hausse. Donc, il y a des divergences qui se sont créées. Ça, on les observe. Elles se sont renforcées, effectivement, pendant cette crise. Est-ce que l'idée d'une rotation, si on parle de stratégie d'investissement, reste valable à terme? Alors évidemment, le bruit autour de la pandémie est très fort aujourd'hui, l'élection américaine, etc. Il y a sans doute un peu d'aversion au risque dans le marché aujourd'hui, mais si on réfléchit à la sortie de crise sanitaire, si on réfléchit au plan budgétaire, est-ce que l'idée d'une rotation reste valable, concevable? Est-ce que c'est même d'ores et déjà ce qu'il faut mettre en place dans les portefeuilles, dans les stratégies d'investissement, Julie? Alors, il y a plusieurs choses dans cette idée de rotation. La première, c'est de se dire pourquoi on achète ces valeurs-là. On achète ces valeurs-là parce qu'on achète de la visibilité. Aujourd'hui, on sait que ces valeurs-là, y compris dans une période de crise, affichent des niveaux de croissance qui sont extrêmement satisfaisants pour nous, investisseurs, et qui continuent de bénéficier de ces tendances long terme de digitalisation. Donc, la première question, c'est de se dire, finalement, est-ce que ça,
ça va être remis en question à court, moyen ou long terme. Donc, à ce stade, on n'a pas d'éléments qui viennent nous dire, finalement, la visibilité de ces groupes-là en termes d'évolution de leur chiffre d'affaires ou leur innovation, etc., serait remise en question et entraînerait une rotation. Ça, c'est vraiment, je dirais, la première des premières choses. Après, il peut y avoir d'autres groupes qui émergent de l'innovation, qui offrent plus de perspectives de croissance. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et on le voit bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui émergent comme des acteurs majeurs de cette nouvelle vague. On ne va pas reparler de Zoom et des autres, mais très clairement, on a vu qu'il y avait des parcours exceptionnels. Après, la deuxième question, c'est quand est-ce que va arriver une rotation sectorielle, si elle arrive, et pour quelles raisons? Et cette raison, ça serait effectivement, sans doute, une reprise économique durable qui donne de la visibilité exactement sur les autres secteurs. Donc, d'où l'idée, le vaccin pourrait être effectivement un catalyseur, parce qu'effectivement, ça redonnerait effectivement de la visibilité à des secteurs qui sont aujourd'hui finalement dans l'attente d'une normalisation des comportements sociaux, en fait. Donc ça, aujourd'hui, ça arrivera sans doute. On n'a pas de visibilité là-dessus. Et donc, à ce stade, cette rotation paraît pas être, je dirais, réalisable à court terme. On aura des tentatives, on va avoir des histoires. Après, dans la durée, effectivement, on voit bien que ces grandes tendances de digitalisation, etc., sont quand même là pour durer. Donc, il y aura des rattrapages, il y aura effectivement, mais pour ça, il faut des éléments concrets qui permettent de renormaliser les comportements sociaux. Pour conclure, Julie, est-ce que le marché américain, notamment, s'est déjà accommodé d'une victoire de Joe Biden et de tout ce qui irait avec, et notamment, pourquoi pas, d'un Congrès et d'un Sénat qui serait démocrate demain? Alors, le marché s'est accommodé du programme d'une victoire potentielle de Joe Biden en regardant, finalement, tous les éléments qu'il veut regarder, c'est-à-dire effectivement le programme d'infrastructure en ce qui concerne les énergies renouvelables, et on a bien vu qu'il y avait effectivement des performances absolument spectaculaires dans ce domaine-là et dans le domaine des infrastructures de manière générale, avec l'idée d'un plan de relance économique qui serait plus vigoureux sous une présidence démocrate que sous une présidence républicaine. Donc tout ça, effectivement, ce sont des choses qui aujourd'hui qu'on retrouve dans les cours d'un certain nombre de valeurs. Après, il va falloir voir dans la réalité quel va être le programme, notamment en termes de fiscalité de Joe Biden. Est-ce que le marché a eu raison de sélectionner d'une certaine manière le côté dépenses très favorable plutôt que le côté fiscalité hausse d'impôts? À court terme, je pense qu'effectivement, on est dans une situation de crise. Donc, effectivement, le programme de relance budgétaire, il est porté par les démocrates. Donc, ils ont tout à fait raison de se dire c'est quelque chose qui va faire partie d'un mandat Biden et qui sera positif pour l'économie. Mais il ne faut pas occulter l'autre partie du programme qui est sur la fiscalité et voir quels en seront véritablement les éléments concrets ou pas et quel en sera l'échéancier. Bon. On verra, on verra. On le saura peut-être d'ici la fin de l'année. On verra en tout cas le résultat déjà à l'issue du scrutin le 3 novembre prochain. Ce sera déjà la première étape pour permettre au marché d'appréhender un peu mieux peut-être une présidence Biden. Merci beaucoup Julie. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Julie Jourdan qui était avec nous, gérante action américaine chez Mansartis.